Bonjour tout le monde, mon nom est Maxime Boilard, je suis avec mes collègues Félix Brochu et Nadine Fournier. Aujourd'hui, on prend un moment ensemble pour s'intéresser à l'application des 5 préceptes des équipes bienveillantes et performantes dans le cadre de processus de planification stratégique. La devise de Canut, c'est pour être bon, il faut être bien. Et pour être bien, il faut s'intéresser à l'expérience humaine qu'on vit. Qu'est-ce qui fait qu'on est bien? Et souvent, la stratégie ou la planification stratégique est très axée sur l'entreprise et qu'est-ce que l'entreprise doit faire pour être bonne, puis on se crée des grands plans avec des aspirations super élevées, puis après ça, on regarde autour et on se pose la question, est-ce qu'on a les moyens pour y arriver? Comment on se sent? Est-ce qu'on se sent bien avec ça? Et il arrive les gens soient galvanisés là, à la sortie du lac à l'épaule, mais quand vient le temps de la mise en œuvre, c'est une autre expérience. Les gens se sentent à court de ressources et ils se sentent pas bien. Et souvent, malheureusement, le plan était beau, mais on n'a pas réussi à le mettre en œuvre. C'est aussi ça que l'expérience nous apprend. Le meilleur plan, c'est celui qu'on va pouvoir mettre en œuvre, parce que sinon, ça génère des attentes et ça crée de la déception. Si on commençait avec le premier précepte, Nadine. Oui, je vais partager nos 5 préceptes que certaines personnes connaissent sans doute déjà. Donc, le premier précepte, l'histoire qui se joue dans ma tête, conditionne mon expérience. Tu sais, la stratégie, c'est une histoire qu'on écrit ensemble. C'est une histoire qu'on va se raconter par rapport à où on veut aller comme organisation. Donc, de prendre le temps de réaliser que quand on écrit l'histoire de l'entreprise, on choisit qui sont les auteurs qui vont tenir le crayon pour rédiger cette histoire-là avec des personnages principaux qui sont généralement les parties prenantes qui vont faire partie de cette stratégie-là. On écrit l'histoire à partir de l'image qu'il y a actuellement, l'image qu'on se fait actuellement de l'organisation, donc de dire qu'est-ce qui nous représente en ce moment, puis c'est quoi le narratif par rapport à où on veut aller. Puis c'est ça qui va nous donner envie de vivre l'expérience ensemble. On se pose aussi la question, il y a des parties prenantes externes qui peuvent aussi se raconter des histoires par rapport à nous, qui vivent une expérience par rapport à l'organisation, là, que ce soit nos clients, que ce soit nos fournisseurs. Ils ont aussi une expérience avec l'organisation qui peut être, qui peut faire partie de la condition de laquelle on part. Puis, tu sais, il y a un autre niveau aussi par rapport à l'histoire. On a une histoire partagée qui est la stratégie qu'on veut mettre en œuvre, mais chacun individuellement, on s'en fait aussi une version dans notre tête. Donc, tu sais, l'histoire que je me raconte dans ma tête par rapport à l'histoire qu'on est en train de vouloir mettre en œuvre, ça aussi, ça conditionne mon expérience, puis ça me fait vivre certaines émotions, puis certains billets par rapport à la stratégie. Donc, d'être conscient de ça durant le processus stratégique, déjà, ça nous permet d'accéder à un autre niveau d'intelligence par rapport à comment on est puis comment on agit. J'aurais le goût de raconter une anecdote. Je pense à un client qu'on accompagnait dans le cadre d'une planification stratégique. Puis ces gens-là, donc, voulaient développer un nouveau produit. On dirait qu'il était peut-être à la version 20% du produit. Et là, on a rendu visible les histoires qu'on se raconte. Par exemple, est-ce qu'on est capable de développer un produit sans le vendre ou il faut commencer par le vendre pour le prioriser et éventuellement pouvoir le développer? Fait que c'est un petit exemple là, de l'utilité de rendre les histoires visibles parce qu'elles conditionnent notre expérience. À toi, Félix. Oui, et une autre chose qu'on pourrait dire par rapport à ça, c'est l'histoire qu'on crée avec la stratégie. Comme elle conditionne notre expérience, elle peut créer de l'engagement puis de la motivation, ou elle peut créer une espèce de déconnexion et de sentiment de lourdeur puis d'impression que c'est un même beau plan puis c'est pas réaliste et on n'a pas les ressources pour le faire. Là. Fait que ça va générer des réactions au sein de l'équipe. Et je me mets dans le deuxième précepte, chacun a une perspective valable et incomplète. C'est le précepte de l'intelligence collective et on part avec la prémisse que
Si on met plus de personnes ensemble autour de la tête, on a plus de têtes, plus de corps ensemble, on va probablement prendre des meilleures décisions. On va avoir une meilleure compréhension du marché, une meilleure compréhension de notre entreprise et de son potentiel, et on va donc être plus éclairé pour faire des choix. Et si on fait lien avec le premier précepte qui nous dit, Nadine parlait que c'est dans l'histoire, il y a les acteurs qui sont au cœur de cette histoire-là, mais c'est aussi de se poser la question, c'est quel acteur qu'on veut aller chercher la perspective pour mettre autour de la table pour faire la planification stratégique. Ça peut être, par exemple, notre équipe de direction qui ont une connaissance de leur département versus seulement le président avec un consultant externe qui, là, le risque, c'est de faire une stratégie qui paraît bien beau sur papier, mais qui est complètement déconnectée des personnes humaines à l'intérieur de l'entreprise. Troisième. Le piège, c'est de penser que en tant que dirigeant, on a la vérité, on a la meilleure perspective. En fait, d'être conscient que notre perspective est très bonne, mais elle est forcément incomplète. C'est le principe de l'humilité aussi, de reconnaître que notre vision des choses, elle est valable, mais elle est toujours nécessairement incomplète. Et donc, si on met plus de perspectives incomplètes ensemble, notre portrait devient un peu plus complet, et là, ça devient aidant. Il y a quelque chose que j'ai envie d'ajouter, c'est quand on rend les critères pour la prise de décision, tu sais, si on veut comparer des opportunités de croissance ou des projets internes à prioriser, puis là, on rend les critères pour la prise de décision visibles. Là, c'est super intéressant quand les gens travaillent avec les mêmes critères. Ça crée quelque chose de nouveau, et là, tout d'un coup, on saisit que la prise de décision, c'est pas juste de l'instinct, c'est possible de mettre nos perspectives ensemble pour arriver à quelque chose de mobilisateur. Par rapport au troisième précepte, on dit chacun fait toujours de son mieux avec ce qu'il a compris qui est le plus important. Ce que j'aurais envie de dire aussi, c'est que quand on développe le plan stratégique d'une équipe, c'est important de s'entendre sur le fait qu'on part de l'information dont on dispose à ce moment-là. Et donc, dans une retraite, dans un chalet sorti du quotidien, on travaille avec ce qu'on sait, puis on sait aussi, ça c'est utile pour la gestion des attentes quand on va arriver à la mise en œuvre, c'est que dès qu'on va commencer à mettre le plan en œuvre, on va apprendre des nouvelles choses. Et on va se donner la responsabilité de modifier nos prémices initiales parce qu'on apprend dans l'action. Donc, vraiment, être sensible au fait que, évidemment, tout le monde a des bonnes intentions, mais s'intéresser à qu'est-ce que les autres comprennent pour aller vers quelque chose le plus cohésif possible. C'est une opportunité pour mettre au clair et déterminer ensemble qu'est-ce qui est réellement le plus important pour nous, d'une façon que ce soit clair pour tout le monde, puis d'éviter les non-dits au travers de ça. Je trouve que tu mets la table au quatrième précepte. Ouais. Oui. Quand je suis pris dans mon rôle, je ne suis plus au service du bien commun. En tant que membre du comité de direction, on arrive avec une perspective, on arrive avec la connaissance de notre département. Généralement, c'est la raison pour laquelle on siège au comité de direction, parce que justement, on est expert dans ce domaine-là. Fait qu'on a quelque chose de très pertinent à amener. Là où le défi, en fait, c'est de réussir à contribuer à partir de notre siège, à partir de notre rôle, mais aussi d'être capable de s'élever, puis de prendre les décisions, puis de participer, d'amener la discussion au niveau de l'organisation. Donc, de dire, je fais abstraction, tu sais, de mon territoire, de mon carré de sable, qui est mon département, puis là, je réfléchis vraiment pour le bien de l'organisation, pour le bien du groupe, pour le bien commun. Donc, cette dualité entre bien jouer son rôle, mais aussi pas rester pris dedans, être capable de s'élever pour avoir le bien commun en tête. Quand les gens arrivent vraiment à sortir de leur rôle, puis sont fiers de comment ils ont réussi à aller au fond des conversations parce qu'ils n'étaient plus du tout dans des postures territoriales, et ce qui crée quelque chose de magique, c'est qu'il y a une forme de lâcher prise sur le résultat final parce que le processus, il nous rend tellement fiers que c'est un peu comme si on avait gagné
avant de voir les résultats financiers qui vont apparaître dans les mois qui suivent. Là. Vraiment spécial quand ça arrive. Ouais, ça a un impact sur les relations. Hein. Il y a quelque chose au niveau de la qualité des relations qui se développe quand on n'est plus dans un mode de compétition puis de tirer sur notre bord de la couverte, mais qu'on est vraiment dans une posture de co-créer ensemble puis de trouver ensemble ce qui est réellement le mieux pour l'entreprise. Là. Il y a quelque chose qui change au niveau de la relation. Et je fais le lien avec le précepte 2 de l'intelligence collective. C'est aussi nécessaire pour avoir accès à l'intelligence collective d'être capable de faire ce changement de posture-là. Ou sinon, l'intelligence collective, elle va peut-être être là, mais elle va nécessairement être limitée. Puis pour aller au plein potentiel de l'intelligence collective, ça prend ce changement de posture-là. Puis je trouve ça drôle, quand tu dis vraiment qu'est-ce qui est mieux pour l'entreprise, puis là, tu vas présenter le précepte 5 aussi. Fait que je trouve ça génial, là. Exact. Le précepte 5 qui dirait ce qui est mieux pour l'entreprise et les personnes humaines qui la constituent. Ouais. Notre précepte 5 qui est je ne peux m'imposer ni réprimer mes besoins sans éventuellement payer le prix. Qui est notre précepte en lien avec la communication non violente et qui part de la prémisse que les motivations intérieures, intrinsèques de l'être humain partent du fait de vouloir répondre à nos besoins. Et donc, en côté stratégique, c'est que si on développe une stratégie qui est déconnectée ou aliénée des besoins, nécessairement, ça ne générera pas l'engagement. Nécessairement, la mise en exécution va devenir difficile parce que ça va créer des tensions chez les personnes qui sont là pour l'exécuter. Sim, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça. Ben, en fait, pour être bon, il faut être bien. OK? Moi, je reviens là-dessus. Fait puis, même si on tombait dans le piège de il suffit d'être bon, là, on le sait, ça dure pas longtemps, puis il faut recommencer, puis finalement, on est pris à spinner. Fait que ça va être une drôle de préparation de conclusion, mais ce que je réalise, c'est qu'il n'y a aucune destination qui est assez haute pour se faire chier tout le long pendant qu'on est en route vers cette destination-là. Et donc, c'est comme si nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer un processus qui est tellement gratifiant que si en cours de route, la destination change, c'est pas grave. C'est pas grave. Les gens sont fiers de chacun des coups de rame qu'ils ont donnés en route, puis ils ont envie de célébrer tout le long, pas juste à la fin que la destination soit atteinte ou non. Puis je ramène, la tête, le cœur, le corps, trouver la réponse stratégique, là, faire un plan stratégique, là, on peut le faire entièrement avec notre tête. Là. On est intelligent, là, un comité de direction, il y a de l'intelligence dans la pièce. De dire, on fait ce qui nous apparaît le meilleur pour l'organisation, rationnellement, OK, on peut se rallier à ça. Mais comment on se sent là, à l'intérieur, c'est tout aussi important. Là. Quand tu as une sensation physique, là, il y a quelque chose de pas correct, là, quand tu le sens, ben c'est sûr que ce feeling-là va rester. Là. Donc, de dire, est-ce qu'on est capable de l'adresser maintenant? Si je me sens pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, mes besoins sont pas remplis, on n'a pas une bonne expérience ensemble. Puis c'est un précurseur de ce qui nous attend en tant que comité pour la suite. Donc, d'être attentif à ça durant l'exercice de planification stratégique, c'est une bonne façon de s'assurer que, en tant que comité, on s'assure de répondre à nos besoins, nous en tant que personne humaine, puis aussi pour la personne morale qui est l'organisation. On peut facilement l'oublier, faire la bonne chose pour l'organisation, mais c'est les humains qui la composent qui vont le vivre. Donc, de dire on veut se sentir bien pendant qu'on fait ça. Donc, c'est vraiment l'approche qu'on utilise chez Camille nous amène à utiliser ça, à questionner, à tenir en compte comment les individus qui font la stratégie, puis surtout qui font l'exécution de la stratégie, se sentent. Ouais. C'est comme la meilleure stratégie devient une stratégie qui est bonne pour la personne morale et bonne pour les personnes humaines qui la constituent, puis que si les personnes humaines, en jouant leur rôle et en exécutant la stratégie, répondent à leurs besoins en faisant ça, l'entreprise va mieux performer et être plus saine au niveau de la culture puis au niveau de l'envie d'être à l'intérieur de cette organisation-là. Merci à vous deux, chers collègues.
Merci à vous deux. Merci.